L'INAB, elle, a été mise en place en 2018 par le Cégep de Victoriaville pour regrouper toutes les activités agricoles du Cégep, que ce soit l'enseignement au régulier et la recherche et les autres activités. Donc, le CETAB fait maintenant partie de la famille de l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique. Ça a concordé aussi avec l'achat par le Cégep de Victoriaville de cette belle terre ici. Alors nous, on l'a repris, on l'a mis en transition pour le bio. Le Cégep, l'INAB, l'occupe officiellement depuis 2018. Alors, au niveau des principales cultures qui se font sur cette terre-ci, il y a d'abord, de ce côté-ci, tout ce qui est ferme-école. Ferme-école, donc les étudiants du programme GTEA, entre leur deuxième et troisième année, doivent faire un stage sur la ferme-école du Cégep, ferme-école maraîchère et fruitière. Donc, vraiment, les espaces plus du côté est de la terre sont dédiés à la ferme-école. Du côté de la ferme-école, il y a environ 5 hectares là, qui est utilisé pour donc, production maraîchère à différentes échelles et puis production fruitière. Pour le CETAB, on dispose aussi de superficie pour nos parcelles expérimentales. C'est environ une dizaine d'hectares qu'on occupe. Ça peut varier avec les années. Il y a des projets qui prennent plus de place que d'autres. Et puis, on trouve aussi des grandes cultures qui servent, entre autres pour les étudiants là, du programme de production animale, que ce soit de se pratiquer à faire des semis, du travail de sol et tout. Pour ce qui est des besoins en irrigation, il faut comprendre que quand on a repris la terre des Claretins, oui, il y avait un vieil étang que les frères Claretins avaient fait creuser, là, proche de la Pinède là-bas. Ce qui est sûr, c'est que le volume n'était pas suffisant pour les besoins anticipés de l'INAB au niveau irrigation, parce qu'on parle de beaucoup de cultures maraîchères, des cultures qui sont assez exigeantes en eau. Il n'a jamais été question d'irriguer les grandes cultures, ceci dit, là, mais on savait que l'étang ne convenait pas, alors on a décidé de garder ce vieil étang-là comme un étang de biodiversité. D'ailleurs, c'est assez fascinant, il y a des quenouilles, des grenouilles et ça grouille. Il fallait qu'on parte de zéro pour estimer les besoins en eau. Puis dès le départ, on a fait les démarches auprès des différents usagers. Puis à partir de ça, on a estimé à l'aide d'experts aussi externes des quantités, donc des volumes d'eau nécessaires pour les besoins de la plante. On s'est dit que dans le pire des cas, il n'y avait pas de recharge par la nappe, puis on devait se servir de l'étang uniquement comme un réservoir. Donc, ça serait l'eau de pluie et l'eau de la fonte des neiges qui serait la source d'approvisionnement. Donc, on a estimé le scénario maximal, dans le fond, en fonction de ça. Puis ensuite, à mesure qu'on prenait de l'information puis des observations sur le site, on affinait un peu notre estimation de taille de l'étang en fonction de ce qu'on observait. Il faut comprendre aussi qu'au point de départ, dans la prévision des volumes puis du dimensionnement de l'étang, on était parti vraiment d'un scénario extrême. C'est vraiment important de bien détailler, de bien évaluer ou planifier les besoins en eau pour pouvoir corréler le projet, le dimensionnement, les sources d'approvisionnement de l'étang en conséquence, être sûr qu'on ait assez d'eau pour répondre aux besoins des cultures prévues, mais qu'on n'ait pas un surdimensionnement qui ferait exploser les coûts inutilement. Donc, encore une fois, la planification, aller chercher l'expertise externe, puis vraiment toujours se valider en cours de route parce que c'est appelé à évoluer comme projet. Puis comme c'est un projet qui est fixe, une fois que c'est creusé, faut éviter de faire trop d'erreurs, disons. Là. Il faut regarder l'endroit qui est le plus approprié pour l'installer. Donc là aussi, il y a plusieurs paramètres à considérer. Premièrement, il faut que ça soit un endroit qui ait le plus de chances d'avoir un bon approvisionnement en eau. Donc, on a regardé sur le site l'endroit qui était le plus naturellement humide. L'ancien locataire, en fait, qui exploitait le site, il y avait une zone qui ne travaillait pas parce qu'année après année après année, elle était humide. Donc, on s'est dit, un bon indice, on va commencer à fouiller par là. Ensuite, on a regardé aussi la localisation des différentes parcelles. On voulait que ça soit un lieu central pour qu'il n'y ait pas trop de complexité au niveau du réseau de distribution de l'eau.
donc un lieu à proximité des différentes parcelles à irriguer, puis aussi un lieu qui n'est pas trop éloigné des services municipaux parce que l'objectif, c'était de le faire fonctionner à l'électricité. Donc la pompe et tous les équipements soient électrifiables. Cet emplacement-là, comme vous voyez, était en partie dans une zone boisée. Puis au départ, la zone la plus propice, disons, était encore plus loin dans le bois. Donc on s'est dit, bon, est-ce qu'on va l'installer dans la forêt, dans le sous-bois? Est-ce qu'on le déplace un peu? Il y avait une contrainte au niveau de la coupe d'arbres. On ne voulait pas trop couper d'arbres pour rien. Donc on a limité un peu l'avancement vers le bois. Puis au niveau aussi d'un étang, si on avait voulu l'avoir avec beaucoup d'arbres autour, ça peut créer des complications. S'il y a des feuilles mortes qui tombent dans l'étang, par exemple, de la matière organique en suspension, ça peut devenir un peu plus compliqué à gérer. Donc, avec cette observation-là, on a décidé de le ramener un peu plus du côté champ. On a quand même dû couper quelques arbres, faire un petit ménage, mais rien de majeur. On voulait quand même se donner une idée de était où la profondeur de la nappe, c'était quoi le type de sous-sol auquel on avait affaire, puis aussi s'il y avait une capacité de recharge de la nappe. C'était un peu un nouveau site, un nouvel environnement qu'on n'avait pas eu plusieurs années pour observer et se familiariser. Donc on s'est dit, on va essayer de faire en sorte que toute l'eau possible puisse être acheminée dans l'étang. Donc la première source qu'on a considérée, c'est l'eau de pluie, c'est l'eau de fonte des neiges. Donc pour l'acheminer dans l'étang, on a fait en sorte qu'il y ait une espèce de micro-bassin versant qui se redirige vers l'étang. Donc toute l'organisation ou la réorganisation du réseau hydrographique de surface, c'est-à-dire les fossés, on a essayé de faire en sorte que le plus possible se jette dans l'étang. Ensuite de ça, il y a l'eau de la nappe. On a réorienté une sortie de drain d'une partie du système vers l'étang qui permettrait aussi de l'approvisionner en partie. Sinon, au niveau de la construction, on avait on voulait intégrer quelques aspects d'éco-construction dans le bâtiment. Donc, sur la section serre et puis le pavillon qui vient avec, il y a un système de récupération des eaux de pluie avec des gouttières qui s'écoulent dans un conduit souterrain qui se jette, lui, dans le fossé qui vient approvisionner l'étang. Donc là aussi, on vient chercher une coupe de mètres cubes d'eau de plus à chaque puits. Donc, au moment où il y avait une pelle mécanique sur le terrain pour les travaux de drainage, excavation, fossé et tout ça, on leur a demandé de faire un puits d'observation. Donc, simplement un gros trou assez profond, je dirais qui était peut-être 10-12 pieds, pour avoir une bonne atteindre la nappe et avoir une bonne profondeur en dessous. Donc, c'était notre puits d'observation pour savoir à quelle profondeur était la nappe, puis comment elle variait en fonction de l'été, puis en fonction de la pluviométrie. Donc, quand est venu le temps d'y aller plus concrètement vers une forme de l'étang pour savoir bien préparer le chantier, on est parti de notre calcul théorique, dans le fond, de notre volume, de notre forme un peu. On voyait ça comme un rectangle allongé parce que l'abaisseur était de cette forme-là. Puis ensuite de ça, on l'a confronté à la réalité terrain. Un rectangle, disons, c'était plus ou moins pratique et plus ou moins beau. Donc, le choix final a été pour épouser, disons, un peu la topographie du lieu, avoir des formes courbes un peu qui permettraient d'éviter qu'il y ait trop d'érosion aussi des berges. Puis, en préparation aussi, la première année, on a fait faire des sondages parce que là, on avait un volume théorique, donc largeur, longueur, profondeur. On se disait, c'est ça qu'on a besoin. Mais on a fait faire des sondages pour aller chercher la profondeur du roc à ces endroits-là. Donc là, la profondeur du roc était pas nécessairement la même que la profondeur théorique qu'on avait calculée. Donc, à un endroit, c'était plus autour de 2,6 mètres, donc un peu moins creux que ce qu'on avait prévu. Mais à un autre endroit, ça allait à plus que 4 mètres, donc plus creux que ça avait prévu. Donc, on a fait une modulation pour essayer de garder le même volume, mais en donnant une forme un peu plus irrégulière et une profondeur un peu plus irrégulière aussi. Donc, au final, on est arrivé à peu près avec des volumes similaires à ce qu'on ciblait théoriquement.
La première année du projet, avec notre puits d'observation, on avait fait un petit bâton qui mesurait, on voyait ça montait, ça baissait. On savait un peu la capacité de recharge. Puis dans le fond, l'organisation de l'étang comme tel, l'infrastructure, bien, on l'a conçue en conséquence de ça. Donc l'eau qui arrive de plusieurs sources vers l'étang, il fallait que l'étang soit capable d'accepter cette eau-là, puis qu'il n'y ait pas non plus de problème de sédimentation, par exemple, avec le ruissellement des eaux de surface. Donc, on a préparé un pré-étang, donc une pré-fosse de sédimentation, où les sédiments vont se déposer, qui va être plus facile de nettoyer au besoin que de remplir l'étang. Donc, globalement, l'eau, elle arrive, par exemple, si l'eau qui arrive de la pluie ou de la fonte des neiges, bien, elle fond sur l'ensemble du site. Elle s'écoule vers les fossés ou quand c'est la nappe, elle s'écoule par le système de drainage. Donc là, elle passe dans le fossé. Elle arrive par une première bifurcation du fossé vers l'étang de sédimentation. Ce transfert-là, c'est un ponceau qu'on a mis assez bas pour que même en cas de sécheresse, chaque coup d'eau puisse aller vers l'étang. On l'a prévu en conséquence aussi avec les autres entrées et sorties d'eau, par exemple, pour pas que ça refoule dans le système de drainage. Donc ensuite de ça, l'eau arrive dans l'étang de sédimentation qui a été lui aussi conçu en fonction des volumes prévus par notre ingénieur au Club des Bois-Francs. Donc une fois qu'elle a fait son petit tour dans la fosse de sédimentation, de la fosse jusqu'à l'étang, là il y a aussi un petit canal de transfert qu'on a mis assez haut pour que l'eau ne s'écoule pas directement avec plein de sédiments. Donc, il faut qu'elle repose un peu avant de pouvoir traverser de l'autre côté. Ensuite de ça, elle s'en va dans le gros étang. Puis à partir de là, il y a un système de pompage qui va l'utiliser à bon escient. On a mis un trop-plein à un endroit stratégique de l'étang. Donc, c'est un ponceau aussi qui est au niveau juste un peu plus bas de la sortie de drain. Donc, c'est notre limite maximale de niveau d'eau dans l'étang. Donc, à partir de là, quand l'eau est à ce niveau-là, elle est rejetée de l'autre côté du talus dans un fossé qui s'en va plus loin jusqu'au cours d'eau. On a été parler avec des agronomes au MAPAC, donc une ingénieure qui nous a aidés à faire les différents calculs de dimensionnement pour l'étang, pour le bassin de sédimentation, pour les canalisations, tout ça, pour être sûr que toutes les composantes fonctionnent bien en synergie. On a été aussi parler avec un professeur, chercheur à l'Université Laval. Donc, tous ces gens-là se sont parlé entre eux, ont aussi parlé avec nous, avec les intervenants. Ils ont visité le site. Donc, ça nous a permis d'avoir vraiment un rassemblement de plusieurs expertises pour s'assurer que notre projet était vraiment cohérent et qu'il allait dans le bon sens. Ensuite de ça, une fois qu'on savait à peu près où on s'en allait côté creusage, côté approvisionnement, on a été voir aussi les intervenants qui étaient plus représentants des autorités, donc la municipalité, la MRC, l'organisme de bassin versant local, pour être sûr que ce qu'on creusait allait être conforme aussi aux différentes réglementations. On avait prévu de déplacer le sol de surface, donc l'horizon A, l'horizon végétalisé avec matière organique. Pour le garder, vu que c'est un bon sol, disons riche, on voulait pouvoir le réutiliser, soit pour réenherber les talus de l'étang ou aussi pour corriger certaines baisseurs ailleurs sur le site. Donc la première étape, de le faire déplacer, de le garder de côté. Ensuite, le gros volume de sous-sol excavé, il faut trouver une manière de le gérer. Nous, notre solution, ça a été de l'utiliser le plus possible aux alentours de l'étang pour qu'il n'y ait pas trop de déplacement en camion lourd, éviter la compaction, puis éviter aussi le temps de déplacement. Donc, on a fait des talus surdimensionnés partout autour de l'étang. Puis ça nous a permis de placer une bonne partie du matériel excavé.
On a gardé aussi un peu de matériel ex-service qu'on a trouvé qui était un bon sable graveleux qui pourrait servir sur une ferme école, une ferme expérimentale ou sur tout site agricole pour stabiliser des chemins, pour faire une base pour une construction, des choses comme ça. Donc, tant qu'à avoir du matériel, bien, on peut regarder comment on peut le valoriser. La prochaine étape a été d'organiser un peu les pentes des différentes sections des berges, des talus, qui soient au-dessus du niveau de l'eau ou en dessous du niveau de l'eau, pour faire en sorte que ça se tienne, qu'il n'y ait pas d'effondrement de berges. Donc, on a fait en sorte que les berges au-dessus puis où le niveau de l'eau va fluctuer, qu'ils soient assez douces. Ça nous a permis aussi de les végétaliser. Et puis, il y a une question de sécurité aussi sur une section de la berge qu'on a mis encore plus douce, au cas où il y ait quelqu'un qui tombe dans l'étang, qu'il y ait un endroit qui soit plus facilitant pour sortir. C'est le même endroit aussi où on a installé notre système de pompage, qui est une pompe submersible. Ensuite de ça, une fois que les berges sont designées, sont modelées, on a remis le sol de surface par-dessus, une bonne couche, disons 12-15 cm, installée pour que ça tienne. Et on a végétalisé dès qu'on a pu avec un mélange de plantes vivaces qui allait structurer avec leurs racines la berge pour éviter un effritement ou un effondrement, puis qui donnait aussi une stabilité au bord pour l'entretien et tout ça, puis une fonction écologique intéressante. La qualité de l'eau est quand même importante à considérer aussi pour l'irrigation. Donc, il faut qu'il y ait une eau qui ne soit pas trop chargée en sédiments, pas trop de micro-organismes aussi pour éviter les colmatages dans les systèmes d'irrigation. Donc, avec la berge végétalisée, ça fait déjà une petite filtration. Il n'y a pas de sédiments qui s'écoulent trop dans l'eau. Avec la préfosse de sédimentation aussi, ça joue un grand rôle pour éviter qu'il y ait trop de sédiments en suspension dans l'eau. Il y a un filtre aussi avant le système de distribution d'eau qui enlève les particules fines qui pourraient colmater. Il est nettoyé régulièrement pour être sûr qu'il fonctionne bien en tout temps. Une des prochaines étapes aussi, on prévoit installer un aérateur qui va aider à contrôler la prolifération des micro-organismes qui pourraient être néfastes, soit pour le système d'irrigation, soit pour l'eau d'irrigation des plantes. Une fois qu'on a un étang ou un projet d'étang qui se tient, ensuite il faut penser à pomper l'eau. C'est cette option-là qui a été retenue. Une pompe submersible qui peut être descendue, qui est sur un espèce de traîneau, donc descendue ou montée avec un tracteur. Donc elle pompe à partir d'en dessous de l'eau. Puis soit on la descend au complet sous le niveau du gel, ou soit on la monte puis on l'entrepose en hiver. Ça permet aussi de l'entretenir ou de la changer au besoin. Donc, ce n'est pas une infrastructure fixe. Dans une perspective évolutive, ça peut être aidant aussi. Aussi, en lien avec ce qu'on veut faire au cégep, établissement d'enseignement, on veut être un modèle. Donc, on a opté pour l'électrification de la pompe. Ça a été des coûts supplémentaires puisqu'on n'est pas vraiment proche du système d'électricité. Il a fallu amener un fil jusque près de l'étang. Ça a quand même valu la peine de très bien documenter notre projet, puis les étapes de réalisation qu'on avait prévues. Pour donner une bonne information aux soumissionnaires qu'on a invités, qu'ils soient capables de budgéter très juste. Puis ça a valu la peine aussi de vraiment magasiner, aller chercher des soumissions chez plusieurs soumissionnaires. Ça variait beaucoup d'un à l'autre. Donc ça permet de, disons, les mettre un peu en compétition puis aller chercher un prix intéressant. Quand on a conçu cet étang d'irrigation, c'était vraiment le but premier, c'était de satisfaire les besoins d'irrigation de l'INAB, parce qu'on savait qu'on avait l'autre petit étang pour la biodiversité. Mais là, ça a évolué, puis
de plus en plus, on voit que ça peut être aussi un bel endroit pour faire des aménagements de biodiversité. En conclusion, l'expérience tirée du projet, c'est que c'est vraiment important de bien détailler, de bien évaluer ou planifier les besoins en eau. Bien évaluer l'emplacement, etc. Avoir un projet finalement durable qui va convenir pendant plusieurs années.